Yarana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter Tehoe qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Une fois n'est pas coutume, mon invité pour cet épisode n'est pas du Fénois. En effet, aujourd'hui, je reçois Olivier Parent, fondateur du magazine Futur Hebdo et du comptoir Prospectiviste, un bureau d'études en prospective stratégique situé sur Paris. Futur Hebdo est par ailleurs le partenaire de Océanie Prospective, le blog de Pacific Venturi Media dédié au futur du Pacifique, disponible sur océanie-prospective.com. À suivre, une conversation avec Olivier sur le monde en 2040, édité pour des raisons de temps, mais dont la version intégrale est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc Olivier, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps pour nos auditeurs. Alors, ma première question, est-ce que tu peux tout simplement rapidement nous présenter ton travail et nous expliquer quel intérêt il y a à s'intéresser au futur dans un monde où le présent est déjà assez compliqué pour tout le monde? Oui, très bien. Avec plaisir. Eh bien, écoute, donc je suis directeur d'études prospectives. Donc j'ai fondé le comptoir prospectiviste il y a 5 ans. Et c'est surtout la suite logique ou la suite opérationnelle à destination des entreprises, des institutions publiques ou des organisations privées, d'une démarche qui a commencé il y a 15 ans avec la création de Futur Hebdo. Futur Hebdo était, quand j'ai lancé, était une manière de m'essayer à la science-fiction dans sa dimension la plus accessible, avec le plus fort impact sur le réel, qui est l'anticipation. Donc, c'est une forme de récit dans laquelle a été retiré de l'équation les extraterrestres, les pires des pires, etc. Donc, on est vraiment dans un sillon qui serait une continuité plus ou moins proche du réel. Et souhaitant ou ne pouvant pas me lancer dans du roman, j'ai créé une forme de rédaction qui s'appelle le journalisme prospectiviste, qui est une forme rédactionnelle où, à partir d'éléments objectifs qui sont les postulats de base, on les projette dans un avenir spéculatif et on écrit à la manière d'un journaliste qui serait déjà dans cet avenir spéculatif advenu. Et en fait, maintenant, la démarche, on va dire maintenant qu'elle est un peu plus formalisée, c'est de dire il n'y a d'intérêt à parler des avenirs d'une organisation humaine, des individus, que pour le présent. C'est-à-dire que on n'est pas là pour coloniser l'avenir, comme dirait Reid Miller de l'UNESCO, mais on est là pour se préparer à l'avenir. C'est-à-dire que quand on évoque les différents scénarios, les différentes éventualités, les différents potentiels d'avenir qui se trouvent à disposition de l'humanité, pour faire simple, il n'y a d'intérêt de parler de ces avenirs que pour éclairer les actes du présent d'une lumière particulière, qui est la lumière de la conséquence, cause et conséquence. Qu'on soit un individu, une association, une institution ou une organisation privée, qu'on soit membre, un collaborateur ou un dirigeant de ces organisations, chaque acte qui est posé va avoir une conséquence sur l'avenir. Et prendre conscience de cette conséquence permet de prendre conscience des tendances qui vont se construire et qui vont faire que l'organisation humaine va être plus ou moins prête aux avenirs qui se présentent à elle. D'accord. C'est un peu anticiper les ricochets du présent, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Exactement ça, oui, tout à fait, oui, c'est ça. Et on est plutôt comme un surfeur sur la vague. Et le surfeur sur la vague, il connaît la vague, mais il sait que la vague, elle va avoir sa propre dynamique. Il n'influence pas la direction de la vague. Par contre, il peut, avec talent, parfois avec art, pouvoir faire des figures extraordinaires sur la vague, et c'est ce qu'on incite les commanditaires qui nous consultent à faire acquérir cette agilité du surfeur sur la vague. Effectivement, une image qui parle très bien chez nous à Tahiti, le sport et le surf étant un de nos sports nationaux.
Alors, donc, Olivier, on te fait intervenir aujourd'hui parce que la newsletter de cette semaine traite donc du rapport du Conseil national d'intelligence américain, donc qui envisage le monde en 2040. Tu as lu ce rapport. Quel est l'enseignement majeur que tu en tires? Alors, je pense que le plus important, c'est de remettre, peu importe ce qui est dit dans le rapport, pour moi, le plus important, c'est de remettre le rapport dans son contexte. La prospective américaine, avec le rapport que tu citais, est un moyen de soft power pour les Américains. C'est-à-dire, c'est un moyen d'influencer sur le monde. Si ils diffusent de manière libre un tel document, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Il faut s'interroger à qui profite le crime. Et ces publications sont censées aller dans le sens du soft power, donc c'est-à-dire une influence non violente, culturelle, de l'ensemble des décisions qui sont prises au profit des Américains. Et c'est ça, je pense, qui est le plus important. Après, on peut s'intéresser aussi, et là, c'est là où c'est très intéressant, c'est en lisant un tel document, c'est de se poser la question du delta qu'il y a entre donc on va dire les positions américaines sur l'avenir du monde et les positions, on est en France, donc les positions françaises, et de voir un petit peu pourquoi est-ce qu'il peut y avoir soit des convergences, soit des divergences. Ce genre de document n'est surtout pas à prendre comme parole d'évangile, mais comme moyen d'analyse du réel, comme moyen d'analyse du réel, comme moyen de compréhension des différentes finalités. Si les Américains, prenons un domaine qui est éminemment à la fois stratégique, prospectif et économique, les domaines spatiaux, si les Américains prônent une libéralisation totale des marchés spatiaux, pourquoi est-ce qu'il y a cette tendance ? En fait, c'est plus une façon de se dire, on voit vers quelle direction les Américains veulent aller, donc on peut anticiper, nous, notre propre stratégie en tenant compte de ces éléments-là. Est-ce qu'on va dans le même sens ou pas? Et dans ces cas-là, quelles seront les conséquences, quoi? C'est même pire que ça. C'est que ce qu'ils publient, c'est surtout pas vers quoi ils vont aller. C'est-à-dire que c'est quasiment de la désinformation, ce genre de document. Parce que moi, je le prends comme ça. C'est-à-dire que s'ils le publient, s'ils le laissent en libre accès, c'est que ça n'a rien de confidentiel. Oui, d'accord, intéressant. Alors, un élément qui est dans le rapport et qui, a priori, et là, par contre, est partagé par beaucoup, c'est l'impact de la pandémie sur le présent et sur le futur. Et on peut déjà anticiper que certains des effets de la pandémie vont avoir des effets à long, voire très long terme. Donc, selon toi, quels sont déjà les effets que tu identifies comme ayant un impact, qu'il soit positif ou négatif, comme pouvant avoir un impact à long terme sur nos sociétés? Alors, on va dire que il pourrait... il y a un impact qui est réel, qui est déjà mesurable, c'est l'impact sur le monde du travail. Avant la crise de la Covid, le télétravail était considéré comme inenvisageable. Alors après, il y a des domaines dans lesquels ça ne marche pas. Tout ce qui est primaire, secondaire, il faut des gens derrière. C'est pas possible. Mais dans les domaines tertiaires, ce télétravail qui était inenvisageable, finalement, marche plus ou moins bien. Il y a des attentions psychologiques qui sont apportées à l'égard des collaborateurs qui ont effectivement besoin, et c'est légitime, d'avoir un contact avec les équipes, avec la hiérarchie. Donc ça, mais on s'aperçoit que ça peut fonctionner. Après, est-ce que ça va être généralisé ? Ça, c'est une vraie question. En tout cas, ce télétravail a deux conséquences. D'une part, c'est une prise de conscience, on va dire, de la pollution que pouvaient représenter les temps de trajet. Je parle pour la métropole, où on pouvait avoir... Chez nous aussi. D'accord, bon, très bien. On peut avoir des 1 heure et demie de trajet à aller, plus autant pour le retour, donc jusqu'à 2 ou 3 heures de trajet par jour. Donc ça va avoir une influence sur la distance à son lieu de travail. Donc ça veut dire aussi avoir des influences sur
le choix d'habitation qu'on va pouvoir faire. Ça va avoir des influences sur l'organisation des transports en commun. Et pour les entreprises, de manière donc là, on va dire là, c'était à la fois donc pour les individus en termes de choix de lieu d'habitation, pour les institutions, l'organisation, par exemple, donc des transports en commun, et pour les entreprises, il y a la question des bureaux. À Paris, le lieu emblématique du tertiaire, c'est la Défense. Qu'est-ce qu'on va faire de ces bureaux? C'est-à-dire que là, quand je dis 2 jours de télétravail par semaine, c'est-à-dire qu'on dégage 40% du temps et des espaces. Donc voilà. Donc là, il y a des enjeux d'immobilier de bureau qui sont importants. Alors après, par contre, un des enseignements, et là c'est assez intéressant, en termes de prospective, on pourrait dire que le Covid est ce qu'on appelle un signe noir. C'est-à-dire un événement avec un taux de réalisation très faible, et tellement faible qu'on n'avait aucun moyen de l'évaluer, et même pire que ça, c'est-à-dire qu'il était tellement faible qu'en fait, on avait interdiction de l'envisager. Et c'est assez intéressant parce que dans les milieux de la prospective, tout le monde parlait du risque de pandémie, et à chaque fois qu'on abordait ce genre de sujet, on se faisait traiter de Cassandre, de prophète de malheur, etc. Or, la pandémie est arrivée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on regarde un petit peu, on va dire, les 30-40 dernières années, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que ce soit des crises d'ordre économique, des crises d'ordre sanitaire, des crises d'ordre institutionnel ou ce que l'on veut, on ne fait qu'accumuler les crises. Les premières crises sont les crises du pétrole en 1972. Vont s'enchaîner après ça des crises sanitaires, c'est la maladie de la vache folle, c'est le scandale des hormones de croissance en France, ça va être les guerres du Golfe, etc., etc. Donc, il y a, et après le SRAS, la grippe aviaire, j'en passe, et des milliers, etc. Et on voit finalement, quand on regarde un petit peu toutes ces crises, peu importe qu'elles soient d'origine humaine ou d'origine naturelle, une chose est sûre, c'est qu'il y a une accumulation, même une accélération dans l'enchaînement de ces crises. Ce qui veut peut-être dire qu'en termes de résilience, peut-être que dans la résilience, il faut intégrer le fait que nous sommes rentrés dans un temps de crise. On ne peut pas dire « Ah, ça y est, c'est fini ». Non, si celle-là, elle est finie, c'est qu'il y en a une autre qui arrive. Ouais, donc, un vrai travail de réflexion et d'agilité sur ce qui arrive après, quoi. Oui, tout à fait. Absolument. Alors, je reviens sur le contenu du rapport qui est donc l'objet de notre discussion. Il y a une analyse qui m'a surprise dans ce rapport et je voudrais avoir ton avis là-dessus. C'est que contrairement à ce qu'on peut lire dans beaucoup de médias, on va dire génériques, le rapport nous dit a priori la population mondiale va à tout le moins se stabiliser, voire diminuer sur un horizon 2040. Du coup, est-ce que toi tu partages cette analyse et quels peuvent être du coup les effets de cette évolution à long terme? Alors là, j'aimerais bien avoir une boule de cristal pour savoir quelle va être l'évolution de la population mondiale. Vraiment, je suis incapable et je m'avancerai pas à donner un pronostic sur l'évolution de la population mondiale. Il est évident qu'un continent comme l'Afrique est sûrement une clé d'avenir de l'humanité. Des pays comme le Kenya sont prévus à 1 milliard d'habitants en 2060, je crois, ou 2050. Donc, ce qui veut dire, si on arrive à une stabilisation, voire à une baisse, ça veut dire que le monde à mon sens, ne sera pas apaisé. C'est-à-dire que si l'Afrique s'éveille, c'est qu'il y a d'autres régions du monde qui vont s'endormir, voire s'effondrer. Donc voilà, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que
L'avenir de la population, je ne sais pas. Par contre, il y a des enjeux qui vont émerger de ces évolutions de population. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je repense à l'analyse que tu faisais du rapport tout à l'heure, et dans son aspect, on va dire, stratégique à court terme pour les États-Unis. Et le rapport est quand même très orienté avec des notions de croissance, de progrès économique, etc. Donc on sent qu'il y a derrière effectivement l'aspect, le plan de développement des États-Unis par rapport à leurs besoins. Et toi, tu nous parles effectivement de cette réflexion profonde sur les modes de consommation et les modes de production dont on entend beaucoup parler depuis la pandémie, et qui me rappelle un petit peu le concept de Kate Raworth à propos de la donut economy, où on arrête de parler de croissance et plus de développement. Et finalement, est-ce que ce qui manque dans ce rapport, c'est pas l'imprévu, ce qui est toujours difficile à anticiper, mais c'est la conscientisation qui sort de cette pandémie et qui pourrait amener à une complète redirection du système vers quelque chose de, pour l'instant, pas forcément bien anticipé, en tout cas sur ce que ça pourrait devenir. Ce qui serait intéressant, ce serait que la Chine, elle produise ce même genre de documents. Alors là, ce serait vachement bien, parce que là, on aurait le rapport américain, on aurait le rapport chinois, et en tant qu'Europe, on pourrait aussi avoir notre propre rapport. Et tout en se disant que les Américains et les Chinois, comme les Européens d'ailleurs, c'est de la désinformation qu'ils vont fournir. Ouais. Et comme tu disais, utiliser le mot plutôt que de croissance, mais de développement, etc. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'un... Il faut se servir peut-être de la crise sanitaire pour s'obliger à des changements de vocabulaire pour essayer de réorienter petit à petit nos comportements de consommation, de conception, de production. Alors justement, ça m'amène parfaitement à ma dernière question. Tu travailles en tant que bureau d'études pour les organisations. Et pour les auditeurs de Tahiti, de Polynésie, du Pacifique qui nous écouteraient, quels conseils pourrais-tu leur donner pour comment justement anticiper les différents scénarios, les différentes évolutions des temps à venir? Alors, je crois que la première étape, c'est d'accepter l'inacceptable. C'est-à-dire qu'on est tous, et moi le premier, empreints d'ancrage, de peur, de conviction, qui peuvent nous empêcher d'envisager l'inenvisageable. Ces ancrages, ils peuvent être de l'ordre du moral, du spirituel, donc du religieux, mais du légal, du technologique, du réglementaire. Voilà, il y a plein. Non pas que envisager l'inenvisageable, c'est souhaiter cet envisageable. Je ne dis pas que je le souhaite, mais ça me permet d'ouvrir des champs du possible qui restent clos tant que je reste derrière mes barrières, derrière mes ancrages, derrière mes convictions. Voilà. Ça, c'est la première des choses à faire. Après, la deuxième des choses à faire, c'est accepter de casser la continuité. La prospective, c'est quoi? C'est indépendamment de la démarche que l'on va utiliser, enfin des démarches, parce qu'il y en a plusieurs. La prospective, c'est quoi? C'est un outil d'aide à la décision qui vient compléter l'arsenal d'outils que le dirigeant a à sa disposition, qui peuvent être statistiques, qui peuvent être des prévisions, qui peuvent être plein. La prospective, voilà, vient compléter tout cet ensemble d'outils pour apporter un outil qui éclaire le présent avec une nouvelle lumière, avec un nouvel axe. Effectivement. Écoute, Olivier, merci beaucoup d'avoir partagé ta passion pour le futur et pour le présent, du coup, avec nos auditeurs, dans cette version un peu plus longue que d'habitude. Mais merci beaucoup pour tes analyses, pour ton inspiration et pour avoir apporté tes éclairages à nos auditeurs. C'était un plaisir d'avoir partagé ça avec toi et nos amis de Polynésie. Merci.
Voilà, j'espère que cette conversation avec Olivier Parent t'aura éclairé sur le thème de la newsletter d'aujourd'hui qui te proposait une analyse détaillée du rapport Global Trends 2040 du National Council of Intelligence. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou notre site internet où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte tous les prochains numéros. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème, Nana.